la vraie évolution du numérique, je pense qu'on en est tous conscients, c'est que aujourd'hui on utilise les outils numériques depuis n'importe où. D'ailleurs aussi n'importe quand, et en particulier dans le monde associatif, que ce soit les salariés ou les bénévoles. On travaille souvent d'ailleurs en dehors des horaires de bureau quand on est bénévole, et donc on a vraiment besoin d'avoir cette souplesse et cette liberté. Et ça, en fait, c'est en relation aussi avec une autre grosse évolution, c'est que les outils qu'on utilise, on les a tous dans nos poches, et c'est aussi les mêmes outils qu'on utilise dans notre vie au quotidien. Et donc, en fait, la suite Google qu'on appelait Google Apps jusqu'à il y a encore pas très longtemps, qui s'appelle maintenant G Suite, permet de répondre à ces besoins. D'abord, ce sont des outils qui vont être très simples à utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont été développés par Google pour eux d'abord, mais ensuite pour le grand public. Ensuite, ils vont être accessibles depuis n'importe où en mobilité, et aussi depuis n'importe quel terminal, hein, un PC, un Chromebook, un Mac, une tablette, un téléphone. Et tous ces outils vont permettre de gagner énormément en productivité, notamment grâce en fait à la collaboration, et ça on le montrera tout à l'heure dans la partie démo. Et puis enfin, ce sont des outils qui sont sécurisés. Donc ici on n'est pas en train de parler d'environnement grand public @gmail.com. Ici on est en train de parler d'environnement totalement privé qui est mis à disposition donc des associations, mais pas seulement, aussi des entreprises, et qui vont être qui ne seront pas du tout accédés en tout cas par Google. Par exemple, pour faire de la publicité, il n'y a pas de publicité dans ces environnements. Alors, pour utiliser ces outils et pour les rendre toujours disponibles, en fait, on va s'appuyer sur des infrastructures colossales, donc ces infrastructures de Google, qui notamment hébergent le moteur de recherche que tout le monde connaît, et donc qui permet aussi de garantir une disponibilité quasiment à 100% de l'ensemble des applications, qui sont pour certaines utilisées par plus d'1 milliard de personnes. Donc c'est le cas de Gmail, de YouTube, de Google Chrome, de Google Maps, etc. Parmi donc les grandes références aujourd'hui de ces offres professionnelles entre guillemets proposées par Google, en fait il y a 3 offres professionnelles, hein, pour les entreprises, pour les écoles et pour les associations. Donc ces 3 offres là ont quelques clients connus, et certains sont très nombreux en utilisateurs. Par exemple, un des derniers clients, c'est le groupe Auchan qui a équipé 300 000 collaborateurs dans le monde. Donc ça, c'est un autre point fort de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible depuis n'importe où dans le monde. Où que vous soyez, vous aurez les mêmes temps de réponse, notamment par exemple pour la visioconférence, si vous avez besoin d'utiliser la visioconférence. Voilà. Dans le monde associatif, des références, il y en a aussi. Par exemple, l'Armée du Salut que GoWizYou a accompagné. Donc pour faire l'enchaînement sur GoWizYou, aujourd'hui GoWizYou c'est une entreprise qui a été créée en 2010, qui se concentre sur 3 domaines, 3 secteurs, on va dire, qui ont tous en commun l'humain. Nous, ce qui nous importe en fait, c'est grâce à ces solutions d'aider la société à évoluer, et donc on agit uniquement auprès des collectivités territoriales et du secteur public, des écoles et des associations. Donc pour ça, on a mis en œuvre des partenariats, notamment avec Ville Internet, mais aussi avec récemment donc avec Solidatech. Donc on est aujourd'hui le seul partenaire de Google en France à être spécialisé sur ces domaines. Donc voilà, après nos valeurs, c'est notre expertise sur ces environnements. On a par exemple notre directeur technique qui est 25e dans le rang mondial des personnes certifiées auprès de Google, 25e sur 23 000, donc c'est pas mal. Et surtout, en fait, on est aussi très concentré sur l'accompagnement au changement. Voilà. Nos références, on en a quelques-unes, hein, dans le secteur public, dans les écoles. On travaille notamment, par exemple, en ce moment, on a démarré 2 projets dans des écoles en Martinique, une école de commerce et puis un collège. Donc on travaille aussi dans les pays, dans les territoires d'outre-mer. Et puis au niveau associatif, on a plusieurs références, mais notamment on a accompagné l'Armée du Salut, l'ANAF, c'est l'Association nationale des apprentis de France, Ville Internet, etc.
Les métiers de GoWithYou, donc c'est d'accompagner sur la mise en œuvre de cet environnement, notamment sur la partie déploiement et reprise d'historique des données. En fait, quand vous allez euh, embrasser les solutions de Google, on va pouvoir reprendre les mails, les agendas, les contacts que vous aviez dans Outlook par exemple ou dans d'autres solutions de messagerie, pour que en fait l'ensemble des acteurs de vos associations puissent repartir avec un historique. En termes de services, donc on propose évidemment de la formation, de l'accompagnement au changement et du support. Nous sommes aussi revendeurs des solutions des appareils Chrome de Google. On en parlera un petit peu et puis on développe aussi des applications dans ces environnements. Donc voilà en gros une large palette de métiers au sein de GoWithYou. Alors, si on fait un petit focus sur Google pour les associations, en réalité, c'est une offre qui a été lancée en France en novembre 2014 et qui a pour objectif de permettre d'accéder aux associations, donc aux produits les plus performants de Google. Donc les produits qui sont proposés dans cette offre, c'est Google Ad Grants, en fait, qui permet de bénéficier jusqu'à 10 000 dollars de financement en fait de campagne sur Google AdWords. YouTube pour les associations qui permet d'avoir une chaîne privée YouTube pour diffuser en fait auprès de vos adhérents et aussi pourquoi pas des personnes qui vous aident donc faire la promotion de vos associations, et puis Google Suite donc qui est la suite collaborative qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc nous GoWithYou on se concentre sur la partie applicative G Suite. Alors justement, G Suite, si on veut un petit peu expliquer ce que c'est, G Suite en fait ça a trois composants principales, la partie applicative, la partie matérielle et puis la partie administration. Donc on va détailler un petit peu ces trois parties. La partie applicative, en fait c'est un ensemble de services. Ces services, c'est des applications, on va dire, qui vont donc être accessibles à partir d'un navigateur. On n'a rien à installer, on n'a rien besoin d'installer en fait sur les postes de travail. C'est pour ça qu'on va pouvoir y accéder depuis n'importe où. Donc on va pouvoir regrouper ces services, on va dire en quatre familles. Un premier groupe de services pour communiquer, donc c'est la messagerie Gmail que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être. C'est la messagerie instantanée et l'outil de visioconférence qui s'appelle Google Hangout, l'agenda, et puis Google+, le réseau social qui va permettre notamment d'animer des communautés privées ou publiques. Voilà, donc ça c'est des outils pour communiquer. Les outils pour stocker et partager l'information, donc Google Drive, en gros grâce à ça vous allez pouvoir vous passer de clés USB puisque vous allez pouvoir vous connecter à votre environnement de stockage de documents très simplement depuis n'importe où. Et dans cet espace Google Drive, vous allez pouvoir stocker tout type de fichiers, mais aussi utiliser une suite collaborative, une suite bureautique collaborative, celle de Google, et d'autres outils comme par exemple Google Forms qu'on va présenter un petit peu tout à l'heure. Et puis enfin, une quatrième famille d'outils qui vont vous permettre de contrôler en fait les usages de votre environnement, donc la console d'administration, et Google Vault qui est une solution de e-discovery. Donc là c'est un petit peu technique, mais c'est une solution qui va permettre notamment d'archiver de manière indéfinie les messages, les documents qui sont stockés dans vos environnements. Même si des personnes quittent l'association, on pourra toujours conserver trace des informations qui ont été échangées ou stockées sur votre environnement. Alors pour présenter rapidement ces outils, le Hangout, la possibilité d'utiliser la visioconférence où qu'on se trouve, notamment aussi à partir des téléphones mobiles. Ça m'arrive couramment aujourd'hui d'utiliser cet outil lorsque je suis par exemple dans le train, ça marche très bien. Gmail, donc la solution de messagerie, aujourd'hui Gmail a dépassé le milliard d'utilisateurs, donc tout ça pour dire que c'est des solutions qui sont très éprouvées, qui fonctionnent très bien. Ensuite, Google Drive, donc comme je vous l'ai dit, qui va vous permettre de vous passer d'une clé USB, puisqu'en fait vous aurez accès à tous vos documents, tous vos fichiers, y compris d'ailleurs des fichiers Word, Excel, PowerPoint, c'est tout à fait compatible.
Ensuite, on va pouvoir utiliser donc la suite collaborative Google Docs, Google Sheets, Google Slides, qui sont les équivalents de Word, Excel et PowerPoint, mais qui ont l'avantage de permettre de travailler, comme vous le voyez ici, à distance, à plusieurs. Donc on essaiera de reproduire ça tout à l'heure. Et puis vous avez aussi donc YouTube. Ici vous voyez la chaîne YouTube des banques alimentaires, qui sont une association bien connue, et qui va vous permettre de diffuser notamment des événements en direct. Vous pouvez créer avec YouTube par exemple un événement qui va être filmé chez vous et puis adressé à un large public, ou bien uniquement par exemple à vos adhérents ou à vos collaborateurs. Google Sheet qui permet de créer très simplement des intranets. Il y a une nouvelle version de Google Sheet qui est disponible depuis aujourd'hui, depuis hier, le 9, qui est extrêmement simple à utiliser. On n'a pas besoin d'être informaticien pour savoir utiliser ces outils. C'est aussi un point commun de tous ces outils, évidemment. Google Agenda qui va vous permettre de créer très simplement des événements, mais aussi d'administrer ce qu'on appelle des ressources. Par exemple, je prendrai tout à l'heure dans la démo l'exemple d'un club de tennis. On peut, pourquoi pas, réserver un cours ou bien réserver un vidéoprojecteur ou réserver un véhicule avec Google Agenda et savoir si ce véhicule, par exemple, est disponible ou pas. Les Chromebooks, rapidement, les Chromebooks, c'est des nouveaux matériels informatiques qui ont beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des matériels qui ne tombent jamais en panne, qui démarrent en moins de 6 secondes et qui sont très simples à utiliser. Donc les Chromebooks aujourd'hui se vendent plus que tout autre matériel dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, dans le secteur éducatif, ça représente déjà 56% de part de marché. Alors que c'est disponible depuis seulement bientôt 4 ans. Donc il y en a toutes formes. Je ne sais pas si vous me voyez toujours, mais là j'en ai un dans les mains. Ça c'est le Chromebook convertible, voilà, tablette qui permet d'être, voilà, j'ai démarré, il est tactile. Ça permet d'être, enfin c'est très efficace. On peut avoir aussi des Chromebase qui peuvent être mises en œuvre dans des environnements, des lieux publics. Donc très simple. Voilà, il y en a de toute taille et on voit les prix qui sont des prix extrêmement abordables et ce qui fait tout leur succès. L'autre avantage, c'est que les Chromebooks, tout comme les téléphones d'ailleurs, vont pouvoir être administrés depuis votre console d'administration et vous allez pouvoir contrôler plus de 200 paramètres. Par exemple, de dire le Chromebook il est accessible à plusieurs personnes de l'association ou il est disponible en mode public. Je pourrais pouvoir aussi définir pourquoi pas les paramètres réseau, etc. Donc tout ça, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès des Chromebooks. D'autres outils extrêmement intéressants aussi pour les associations. J'ai rapidement passé, pardon, je reviens sur la Chromebit, là, cette petite chose à 120 € que vous voyez là, qui permet de faire de l'affichage public. Donc en fait, au lieu d'avoir un PC derrière un écran, on va mettre une clé HDMI et on va pouvoir contrôler en fait à partir toujours de la console d'administration et d'un agenda tout ce qui va passer, ce qui va être affiché sur les écrans ou l'écran qu'on souhaite adresser. Chromebox for Meeting, ça c'est une solution de diffusion de visioconférence. Donc pour installer une salle de visioconférence en 10 minutes sans être informaticien et à un coût extrêmement réduit puisque ça revient à moins de 1000 €. Pour moins de 1000 €, on peut équiper une salle visioconférence de manière très simple. Voilà pour la partie outils. Donc GoWithYou distribue toutes ces solutions à des prix extrêmement compétitifs puisque c'est un axe de développement très important pour nous. Voilà, donc sur le site de GoWithYou, vous avez des exemples de prix de tous ces outils et n'hésitez pas à nous solliciter directement. La console d'administration donc de Google, elle a ceci de particulier, c'est que elle est relativement simple à utiliser mais très puissante. Elle permet donc de contrôler les applications qu'on va rendre disponibles aux utilisateurs, mais aussi donc le matériel comme je vous l'ai dit. Et bien évidemment les groupes d'utilisateurs. Donc on va pouvoir, je ne sais pas, par exemple si on est une association, une fédération avec plusieurs associations, on va pouvoir gérer les droits par association en fonction des applications qu'on veut rendre disponibles très simplement.
On peut aller très loin pour certaines associations importantes. On peut synchroniser avec ce qu'on appelle les annuaires d'entreprise, les Active Directory. Enfin voilà, ces environnements encore une fois très puissants, ce qui explique qu'ils sont utilisés par de très grandes organisations. Voilà, je vais passer à la partie démonstration, puisque là l'objectif c'est quand même de passer un maximum de temps sur la démonstration. Et puis pour finir, on viendra sur la partie offre de service pour expliquer ce qu'on peut mettre en place tous ensemble. Alors pour la démonstration, en fait, j'ai choisi de prendre le cas d'un club de tennis. Donc ici, en fait, je vais utiliser un compte qui est mon compte. Je vais essayer de tomber sur le bon panneau. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Hop, voilà. Hop, pardon, on va y arriver. Ok. Donc en fait, pour me connecter à mon compte, je vais juste rapidement vous montrer ça. Ça c'est le. Je vais ouvrir donc une fenêtre de navigation privée pour vous montrer comment on se connecte au compte Google. Peut-être que tout le monde sait déjà comment on fait, mais on ne sait jamais. Donc très simplement, je vais ici établir une connexion. Donc je vais sur la page de recherche de Google que tout le monde connaît. Et ici donc je vais utiliser un compte qui ne va pas être un compte @gmail.com, mais qui va être un compte qui va s'appuyer sur votre nom de domaine. Donc là ici par exemple, pour me connecter à mon compte sur le club de tennis de la ville de Coubron, j'ai un compte tccoubronnet.fr. Ça c'est ce qui va garantir la totale sécurité et propriété de l'information pour l'association. On est sur un nom de domaine internet qui appartient à l'association et donc à partir de là on est dans un environnement totalement privé. Alors on a plusieurs façons de contrôler aussi des connexions. On peut mettre en place des systèmes de sécurité élaborés. Je ne sais pas si vous me voyez, mais si vous me voyez à la caméra, je pense que oui. Par exemple chez GoWithYou, on utilise une clé physique ici pour se connecter. On peut aussi utiliser des codes PIN pour saisir un code PIN à partir de son téléphone mobile. En tout cas, quand on va se connecter, ici, on va pouvoir accéder à l'ensemble des services. Je ne vous ai pas fait remarquer, mais en fait, chaque utilisateur a aussi la possibilité de redemander son mot de passe s'il l'a perdu, sans avoir besoin d'aller solliciter l'administrateur de la plateforme qui peut être dans votre association. Voilà. À partir de là, tous les utilisateurs peuvent contrôler dans l'application Mon Compte. On va pouvoir contrôler tous les éléments de sécurité sur son compte, changer son mot de passe, changer sa langue, etc. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des associations qui travaillent avec des collaborateurs ou des adhérents à l'étranger, mais enfin ou des bénévoles à l'étranger. En tout cas, c'est évidemment un environnement aussi multilingue. Donc je vais sortir de cette fenêtre de navigation privée pour repasser sur ma fenêtre du club de tennis. Et ici en fait, on va enlever cette petite chose là, voilà. Ici en fait, le point commun en fait de tous ces services, d'abord c'est qu'on va pouvoir naviguer très facilement d'un service à l'autre. Donc là j'ai ma messagerie, ici je vais pouvoir afficher mon agenda. Ici, de mon agenda, je vais pouvoir afficher mon Google Drive, donc mon espace de stockage. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, en fait, c'est que dans la solution associative, Google for Non-Profit, Google pour les associations, on va avoir un nombre de comptes utilisateurs possible illimité. On peut créer autant d'utilisateurs qu'on souhaite et on va avoir un espace de stockage également illimité. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on peut vraiment stocker beaucoup d'informations dans son espace de stockage. Et ici, on va pouvoir accéder encore à d'autres services à partir de mon environnement. Ici, hop, voilà, par exemple, je vais accéder à Google+, qui est le réseau social. Donc destiné le réseau social de l'association. Voilà. Donc on a vu, alors, il y a des petites nouveautés, donc on me l'indique. Hop, c'est parti, merci. Donc voilà, vous avez vu qu'on avait au niveau du club de tennis, par exemple, on peut poster des informations pour les enfants, etc.
Alors le point commun de toutes ces solutions, c'est qu'elles ont une ergonomie identique, que vous soyez dans la messagerie, les agendas Google Drive ou autre, vous avez toujours une barre de recherche ici. Pourquoi? Parce que ce qui a fait la renommée de Google, vous le savez, c'est l'algorithme de recherche qu'on utilise quasiment tous quand on cherche un mot sur Internet. Et ici, cette puissance de recherche va nous être utile pour gagner beaucoup de temps. En fait, on va arrêter de penser sur des noms de fichiers, par exemple, ou sur une arborescence de dossiers. On va simplement penser à des mots. En fait, quand je cherche une information sur Internet, je vais sur Google, je tape un mot dans la barre de recherche et je retrouve toutes les informations. Ici, ça va être un petit peu pareil. En fait, quand je recherche une information, je vais taper un mot pour retrouver cette information. Donc, par exemple, ici, je sais pas, je peux taper fête, le mot fête, et donc je vais rechercher ce mot fait et on voit qu'on va me ramener en fait on va me ramener des mails qui contiennent ce mot fait, soit dans le mail, soit dans la pièce jointe du mail. Par exemple ici, je ne pense pas qu'il y ait le mot fait qui soit disponible ici. Par contre, si je vais dans le compte rendu ici, qui voyait un document Word, bah, très certainement il y a le mot fait qui apparaît dans ce compte rendu. Peut-être d'ailleurs. Je suis en train de le tester sous vos yeux. Hein. J'avais pas fait le test. Voilà, fête du tennis. Il y a le mot fête. Donc là, on voit que en recherchant le mot fête, on a retrouvé un document Word qui contient ce mot fête. Alors cette barre de recherche, je vais marquer comme non lu ce message pour revenir à mon Gmail. Cette barre de recherche, elle va me permettre aussi de retrouver, par exemple, les mails échangés avec Laetitia. Donc là, ici, si je recherche Laetitia, je vois tous les mails échangés avec Laetitia. Donc à partir de là, je peux créer par exemple un hangout, donc c'est-à-dire un chat, ou alors démarrer une visioconférence avec elle si j'ai envie. Donc on voit ici la puissance de cet algorithme de recherche. Ici on a aussi donc la possibilité d'organiser Gmail de manière un petit peu intelligente. Par exemple, moi je travaille toujours avec mes messages importants et non lus d'abord. Ensuite j'ai les messages du bureau du club. Et ensuite j'ai les messages pour suivre les états du stock du bar en fait du club. Donc là vous voyez j'ai les stocks disponibles. Et si j'ouvre en fait ce message, je vois que j'ai un fichier état du stock auquel je peux accéder et qui est disponible en fait dans mon drive. Donc je peux afficher la feuille de calcul. Voilà, on y reviendra. Et donc cette feuille de calcul, c'est ce qui nous permet de suivre les états du stock au niveau du club. Voilà. Donc c'est très simple en fait d'envoyer un message. Lorsque je veux envoyer un message, par exemple à mon président Michel. Voilà, je cherche Michel et je vois qu'ici j'ai plusieurs adresses disponibles pour Michel et notamment j'ai son adresse au niveau du club. Donc voilà, je peux envoyer un mail à Michel, pardon, et puis je peux aussi envoyer une copie en fait de ce mail au bureau, donc aux membres du bureau, du club. Ici, je vais définir un objet, donc je vais dire quoi? Je vais dire prochain comité directeur. Hop. Et ici, je vais dire bonjour, blabla. Et puis donc je vais pouvoir mettre en forme ce message. Alors il y a un usage qu'on perd en fait lorsqu'on utilise les solutions de Google, c'est qu'on n'envoie plus de pièces jointes. Pourquoi on n'envoie plus de pièces jointes? On n'envoie plus de pièces jointes parce que la pièce jointe d'abord ça pèse lourd. Ça pèse lourd dans les tuyaux d'internet, dans le réseau. Mais ensuite c'est un inconvénient, c'est que quand j'envoie une pièce jointe, je fais un compte rendu de réunion. Si j'envoie une pièce jointe à tous les membres du comité directeur par exemple, chacun va modifier son document, va me le renvoyer, et puis derrière je vais être obligé de mettre à jour le document qu'on a partagé, etc. Ça va être un petit peu compliqué. Ce que je vais préférer faire, c'est plutôt partager en fait un lien vers mon drive, donc vers mon fichier drive, vers un fichier qui est stocké dans mon drive. Ici vous voyez que j'ai tous les dossiers, et puis par exemple je vais chercher un lien vers un compte rendu de réunion. Donc là, je vais prendre par exemple ce compte rendu. Donc là, l'intérêt, c'est que les personnes vont recevoir un mail
Et dans ce mail, en fait, il va y avoir ce lien. Là, vous voyez que si je clique sur ce lien, en fait, on va ouvrir ce compte-rendu de réunion. Et donc chacun va pouvoir modifier le compte-rendu de réunion à distance depuis son téléphone, s'il le souhaite, depuis une tablette, et on n'aura pas besoin de recréer en fait un nouveau document à chaque fois que quelqu'un m'envoie sa mise à jour, sa modification, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le collaboratif. Donc je peux envoyer ce message de manière très simple, hein. Je clique sur envoyer, et là ce qu'on me dit, attention, il y a des personnes à qui tu envoies ce document qui n'ont pas accès au document. Donc on va contrôler en fait l'accès au document de manière très puissante, beaucoup plus puissante que si j'envoyais une pièce jointe en pièce jointe le document. Ici en fait ce lien, je vais pouvoir dire s'il est accessible en lecture, en commentaire ou en modification aux personnes à qui j'envoie ce document. Donc là, pour la démonstration, par exemple, je vais l'envoyer en modification. Donc là, on voit que le mail est parti. Par contre, là, je me dis, mince, j'ai oublié de mettre quelqu'un en copie. J'ai oublié de mettre Jean-Luc en copie. C'est un nouveau membre du bureau. Donc, je vais mettre Jean-Luc Solimena, ici, en copie du message. Donc là, je vais envoyer en fait ce message. Maintenant, je vais le laisser partir. Donc, vous voyez que dans Gmail, on a aussi la possibilité de retenir un message. Ça nous est arrivé à tous, hein, je pense, d'oublier de mettre quelqu'un en copie ou d'oublier d'ajouter un lien, une pièce jointe, etc. Donc, voilà. Dans Gmail, on a un anti-spam extrêmement puissant aussi. Et puis donc, on a un ensemble de comportements qu'on va perdre. C'est notamment la chasse au gaspille parce que j'ai beaucoup d'espace. Alors, vous aurez aussi noté que j'utilise en fait des codes couleurs pour mes messages. J'ai la possibilité d'utiliser la notion de post-it, fait de libellé. Je peux mettre des étiquettes sur les messages que je reçois et je peux demander à Gmail de mettre automatiquement les étiquettes. Par exemple, moi j'ai une règle qui est que lorsque un membre du bureau m'écrit, automatiquement je vais avoir une étiquette orange ici avec bureau qui s'affiche. Ce qui me permet aussi de classer en fait cette étiquette dans le dossier bureau de manière automatique. Donc je peux établir des règles de traitement des messages pour gérer mes mails. Comment je vais faire ça? Par exemple, je vais rechercher tous les messages qui contiennent le mot fait. Donc il y en a un petit paquet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais établir une règle, tout simplement. Donc j'ai cliqué ici, je vais créer un filtre. OK. Et donc, pour ce filtre, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un nouveau libellé, ici, que je vais appeler fête. OK, pour les fêtes. Et ce libellé, en fait, je vais aller le ranger dans le dossier animation, tout simplement. Voilà. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je vais en fait mettre en place une règle de traitement des messages pour appliquer ce filtre à tous les messages que je recevrai et qui contiendront le mot fait. J'irai leur appliquer l'étiquette fait. Ok, donc là on voit ici que dans mon dossier animation, si vous voulez, je vais avoir une étiquette systématiquement faite qui va être classée. Et je vais appliquer en fait la même couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est visuel. On va pouvoir comme ça repérer facilement tous les messages qui arrivent en fonction de leur couleur. Donc là, si je regarde ces messages-là, ici, on voit que j'ai une étiquette faite qui a été appliquée sur le message. Alors, on n'a plus non plus la notion d'archive. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les fameuses PST qu'on a sur Outlook. Ça, c'est fini. On n'utilise plus du tout les archives. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette notion d'archive chez Google qui dit si le message n'est plus dans la boîte de réception, alors il est archivé. Donc là, si j'enlève l'étiquette boîte de réception, on voit la conversation a été archivée. Et donc, si la conversation a été archivée, je vais la retrouver dans tous les messages. Sinon, je peux annuler ici l'opération et vous voyez qu'on remet une étiquette boîte de réception. Voilà, donc ça c'est des usages classiques de Gmail. On a aussi quelque chose d'intéressant qui est la notion de conversation qui permet de regrouper les messages par objet, ce qui fait que je vais pouvoir en un clic accéder à tous les échanges qui ont lieu sur une conversation ici. Très simplement en prendre connaissance et puis répondre soit à la personne, si elle m'a écrit qu'à moi, soit répondre à tous, si on est tous dans la boucle.
D'accord. Donc ça, c'est un avantage, c'est que si par exemple je pars en vacances et que j'ai raté le fil de discussion au sujet du comité directeur du 4 octobre, ben, très simplement, au lieu d'aller à la pêche aux messages, je vais retrouver les messages en quelques clics liés à ce sujet. Voilà. Alors l'autre sujet, l'autre outil intéressant qu'on utilise régulièrement, c'est le Hangout. Donc là, ce que je peux faire, c'est vous montrer rapidement comment on peut utiliser le Hangout. Donc là, c'est avec mon compte Gmail personnel. Hein. Je peux chatter avec moi-même. Bonjour Patrick. Voilà. Hop, c'est parti. Et puis en fait, via ce Hangout, j'ai la possibilité de, par exemple, partager un document de manière simple. Si je veux transmettre le lien vers le document Codir ici, je vais copier l'adresse ici. Voilà, je récupère l'adresse. Je reviens sur mon Hangout et ici, je vais simplement coller l'adresse. Donc à partir de là, en fait, Patrick reçoit ici le lien. Donc je vais vous montrer sur mon téléphone. Je ne sais pas si si ça va être super visible pour vous, mais je pense que oui. Donc là en fait on voit que sur mon téléphone, au niveau de mon Hangout, j'ai reçu un lien. Et si je clique sur ce lien, je vais pouvoir tout simplement rapidement ouvrir mon document. Alors moi j'ai plein de comptes ouverts sur mon téléphone. Voilà, donc là ici j'ai ouvert le document compte rendu de réunion du comité de directeur. Directeur. Alors je vais le faire juste pour la démo, excusez-moi, hop, ok. Pardon. Alors je vais partager pour la démo. Je vais aller maintenant me connecter avec un autre. Alors pardon, avant ça, excusez-moi, avant de vous montrer la collaboration dans Google Drive, je vais vous montrer l'agenda. Alors je regarde juste quelle heure il est parce que j'ai pas trop la notion du temps qui passe là. Bon ça va, je pense qu'on est dans les temps. Donc pour aller dans mon agenda, j'ai ouvert un onglet. Je peux aussi retourner dans un onglet. J'ai oublié de vous dire qu'un des points aussi très, très pratiques de toutes ces solutions, c'est que on ne perd jamais aucune information. En fait, dès que je réalise une action, j'aurais pu vous montrer ça dans les messages, mais dès que je commence à rédiger un message ou dès que je commence à modifier un document, tout s'enregistre automatiquement. Donc on n'est plus confronté à la grosse frustration qu'on a peut-être tous connu de travailler pendant 1 heure sur un document et puis de voir son PC rebooté ou Word planté. Ça n'arrive plus. On a toujours tout est sauvegardé automatiquement. Alors ici dans Google Agenda, en fait, on voit qu'on peut en fait avoir son agenda. Donc là, moi j'ai mon agenda à moi, et puis je peux avoir accès à d'autres agendas. Par exemple, ici, j'ai un agenda de réservation des cours. Et je peux aussi avoir accès aux agendas d'autres collègues en fait de l'association. Donc ici, on voit l'agenda de Michel que j'ai affiché. Hein, Michel, là, a partagé avec moi son agenda et il m'a permis de voir ce qu'il fait sur son agenda de l'association. Par contre, si j'affiche l'agenda de Laetitia, alors je ne sais pas si Laetitia utilise beaucoup son agenda, oui, elle aussi, elle m'a permis de voir son agenda. Alors ça, c'est vraiment, on décide de partager son agenda, de rendre visible ou pas en fait les événements. Là, au sein du bureau, on a décidé de partager nos agendas en rendant visibles les événements, mais on peut évidemment partager en mode discret son agenda. Alors, je peux créer des événements dans mon agenda. Ici, j'ai créé un événement pour une rencontre de l'équipe 3 championnat d'hiver. Donc, pour créer un événement, on va faire un événement fictif. Hein. Ici, je vais créer un événement. Oups, ça a été un petit peu vite, pardon. Je recommence. Donc là, je me mets sur un créneau horaire. Je mets l'objet de l'événement. Donc là, je vais mettre rencontre interclub. Interclub, voilà.
Je vais aller modifier l'événement. Alors vous voyez qu'on peut se créer plusieurs types d'événements, hein. Par exemple des rappels, je peux me créer des rappels. Je peux créer aussi des créneaux horaires pour permettre par exemple de réserver, je vais dire, je peux créer pendant 3 heures des créneaux horaires d'une heure et permettre aux adhérents de venir réserver un créneau horaire. Donc on peut faire ça très simplement. Ici je vais aller sur quelque chose de plus simple. Voilà, donc quand je crée un rendez-vous, je peux créer des rendez-vous récurrents évidemment. Je peux réserver en fait des ressources. Par exemple ici on a les cours 1, 2 et 3, ou bien le minibus parce que je vais avoir besoin d'utiliser le minibus pour aller à cette rencontre. Ou alors une salle de conférence, par exemple celle où j'ai installé ma Chromebox for Meetings pour faire de la visioconférence. Ensuite, on va pouvoir aller inviter du monde. Donc, pour inviter du monde, bah, c'est très simple. Soit je peux nommer les personnes. Par exemple, je peux inviter Jean-Luc ici. Ou alors, je peux utiliser, par exemple, je vais inviter mon équipe 3. Et ici, on voit que j'ai tous les participants en fait de l'équipe 3. Donc, dans les contacts, on va pouvoir créer très facilement des listes de distribution. Je ne vais pas tout vous montrer ici, mais c'est très simple à créer. Alors, hop. Alors, l'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est que vous voyez qu'ici, systématiquement, lorsque je crée en fait un rendez-vous, j'aurai la possibilité de démarrer un Google Hangout, donc une visioconférence, avec toutes les personnes que j'ai invitées. Ça, c'est un réflexe qu'on a très vite acquis et qu'on acquis très vite. Ça permet donc de travailler de chez soi très facilement et de démarrer une visio. On n'est pas obligé, parfois dans les associations, on n'a pas toujours une salle disponible pour faire une réunion de comité directeur ou autre. Ben, on peut aussi le faire de chez soi ou solliciter des bénévoles de chez eux. La pièce jointe, évidemment, je vais pouvoir utiliser mes documents qui sont dans mon drive, utiliser encore une fois la puissance de la recherche pour retrouver tout ce qui concerne en fait, qui contient le mot fait. Par exemple, ici j'ai ici un formulaire Google que je peux insérer parce que je voudrais qu'on y réfléchisse tous ensemble lors de cette prochaine réunion. Bon là, c'est une rencontre d'interclub, mais c'est pour vous montrer juste les possibilités. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire aussi, pardon, c'est indiquer un autre lieu, parce que là il m'a pris minibus en pensant que c'était une salle, mais ici je peux dire que cette rencontre interclub va se faire, pourquoi pas, à la Tour Eiffel. Alors là c'est étonnant, ça, il n'est pas allé me chercher l'adresse. Normalement il est relié, alors ça c'est parce qu'on n'a pas dû bien paramétrer la console d'administration au niveau du club. Mais ici je peux mettre une adresse. Alors je vais mettre Tour Eiffel à Paris. Voilà, donc là j'ai mis une adresse et je vais enregistrer en fait le rendez-vous. Je vais transmettre ce rendez-vous à tout le monde. Et donc en fait là, les personnes ont reçu une invitation. Donc quand je fais rencontre interclub ici, vous voyez que je peux accéder en un simple clic au lieu de mon rendez-vous. Et là, je vais démarrer Google Maps, que vous devez aussi certainement connaître, pour trouver le lieu de mon rendez-vous. Ah, super. Ça c'est parce que ici on a parfois des petites coupures, donc voilà. Là j'ai mon lieu de rendez-vous qui m'est affiché. Alors évidemment, si j'utilise depuis mon téléphone mon compte Google pour les associations, dans mon agenda, en un clic, je vais pouvoir démarrer ce rendez-vous. Donc si je cherche ici Go With You, alors ça c'est notre nom. Voilà, ici j'ai trouvé Go With You, je peux trouver l'itinéraire, je vais voir combien de temps je vais mettre pour aller de Go With You jusqu'à la Tour Eiffel. Ok, donc ça c'est pour vous montrer encore une fois qu'on passe très simplement d'un service à l'autre. Donc on voit ici que Jean-Luc par exemple n'a pas encore répondu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter avec Jean-Luc. Alors normalement j'ai déjà dû préparer le terrain comme on dit. Je crois que ça doit être non, c'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Oui, là on est sur le compte de Jean-Luc. Donc si on va voir un petit peu ce qui s'est passé chez Jean-Luc, on va pouvoir constater qu'il a dû recevoir des messages. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que là je vois que ça prend un petit peu de temps, j'ai oublié de vous dire aussi que
Je pense qu'on a des petites coupures. La plateforme est disponible en mode hors connexion. C'est-à-dire qu'en fait, on peut accéder à ses mails, accéder à ses agendas, à ses documents en mode déconnecté. Ça arrive parfois qu'on en ait besoin. Euh, et la seule condition pour ça, c'est qu'on utilise le navigateur Chrome. Voilà. Donc là, on voit en fait que Jean-Luc a reçu une invitation pour le rendez-vous. On voit qu'il a reçu mon mail pour le prochain comité directeur ou pour accéder au compte rendu du comité directeur. Donc s'il clique sur ce message, il peut simplement ouvrir le document ici pour accéder au compte rendu. Là, on va attendre quelques secondes. Donc Jean-Luc ici a accès au compte rendu. Il va pouvoir travailler sur le document. Et on voit ici que Patrick est aussi connecté sur le document en même temps. Donc là, on va pouvoir collaborer sur ce document. Donc là, Jean-Luc est en train de le modifier. Je modifie le document. Voilà. Si je vais voir ce qui se passe côté Patrick, juste derrière, on voit ici que Jean-Luc a modifié le document. Donc là, je vois que Jean-Luc est connecté et qu'il a modifié le document. Alors, ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est aussi de dire, par exemple, tiens, je voudrais indiquer à Jean-Luc, voilà, je vais lui indiquer, donc à Jean-Luc, ça c'est l'effet Bonaldi. Normalement, il doit me proposer directement l'adresse de Jean-Luc. Voilà, ça arrive. Voilà, je vais dire à Jean-Luc, peux-tu vérifier. Et Claire, excuse-moi si tu m'entends, est-ce que tu peux me faire ce qu'on appelle le timekeeper, c'est-à-dire, je me rends pas bien compte Ouais, du tout à temps fait. qui passe. Donc, En fait, ce qu'on peut peut-être il se reste dire, combien de c'est temps que là? je te laisse 5 minutes pour terminer un peu la présentation des différents outils. Et après, on passera aux Ça réponses marche? aux questions, parce qu'il y a pas mal de questions sur les outils que tu as présentés. Et puis, Ok, on finira après en conclusion sur notre dernière partie. ok, Encore 5 ça marche. minutes. Donc, ok, ça marche, super, merci Claire. Donc là, juste pour vous dire, je vais attribuer une tâche à Jean-Luc dans le document. Et en fait, là, ce que ça fait, c'est que Jean-Luc va recevoir donc une notification et il va pouvoir dire, ben j'ai rempli la tâche que tu m'as attribuée. Donc évidemment, si je reviens sur Jean-Luc, là j'espère que vous me suivez parce que je passe d'un utilisateur à l'autre. Vous voyez que ici Jean-Luc a une tâche qui est attribuée et il va pouvoir compléter sa tâche. Ok, vu. Voilà. Pardon. Hop. Ok, vu, répondre, et il peut dire j'ai complété la tâche. Donc la collaboration en fait ça fonctionne aussi bien en mode en live comme je le fais là, ou alors en mode asynchrone. L'autre point c'est qu'en fait moi à tout moment je contrôle la propriété du document. Donc ça c'est important de comprendre ça je pense. C'est qu'ici en fait vous voyez que j'ai partagé le document. Et donc, il y a des utilisateurs à qui j'ai donné un accès en modification, d'autres à qui je peux donner un accès pardon, ici en lecture, en commentaire, en modification, etc. Et à tout moment, je peux modifier ce droit. Je peux aussi définir un délai d'expiration pour dire bah, à partir de telle date, tu n'auras plus accès à ce document qu'en lecture, par exemple. Je peux aussi désactiver des options comme empêcher le lecteur ou le commentateur de pouvoir télécharger le document, l'imprimer ou copier des éléments. Donc en fait les liens Google sont extrêmement puissants. Ils me permettent de contrôler vraiment la manière dont je partage mes documents. On va pouvoir gérer les droits d'accès sur les différents dossiers. Donc vous voyez que nous, au club ici de tennis, on a des dossiers et en fait selon les dossiers, on a par exemple géré. Ici, si je vous montre, ici on va voir que la commission animation, en fait, elle est accessible uniquement aux permanents. On a créé en fait un groupe commission animation, et donc eux ont accès à ce dossier en modification, mais pas les autres membres des autres commissions. Voilà, donc ça peut être
Ça peut être très fin et très puissant. Bon, j'avais prévu de vous montrer plein d'autres plein d'autres choses, notamment comment on a parlé des stocks, mais la manière dont on gère les stocks, c'est très simple, hein. On a une feuille de calcul. Ici, on tient à jour en fait l'état des stocks du club. Donc on a une personne qui est chargée de gérer ça. Alors c'est un petit peu voilà, ici on voit, je vais pas vous donner les secrets du club de tennis de Coubron, mais ici on voit le suivi des stocks, des consommations. Si on regarde voilà la semaine dernière, on peut voir qui a fait, enfin on peut voir ce qu'on a acheté, ce qu'on a vendu comme consommation. Et évidemment ça c'est accessible depuis aussi mon téléphone. On peut faire des graphiques, etc., etc. Voilà pour la partie présentation, démonstration. Évidemment, c'est un environnement qui est très large, hein, qui permet de faire énormément de choses. Les communautés dans Google+, c'est très intéressant. Google Form, donc le formulaire qui permet de faire des enquêtes. Je peux vous montrer un exemple de formulaire justement. Puisqu'on on en a ici. Alors pardon, j'aurais pu en fait les chercher autrement. Hop, j'ai cherché des formulaires. Hop, voilà. Donc vous voyez que la recherche me permet de trouver ce que je veux très vite. Donc ici j'ai un formulaire qu'on avait fait pour la soirée, une soirée. Ce formulaire, l'aspect qu'il a, il était comme ça. On peut mettre de la vidéo, on peut faire plein de choses, et en fait, on va récupérer les réponses dans une feuille de calcul qu'on pourra exploiter, sur laquelle je pourrais aussi me donner des notifications, etc. Bref. Super, Voilà, merci je beaucoup pense que pour Patrick. la partie démo, Ouais, Claire, j'ai fait le maximum. Le temps est très court, 30 minutes tout à fait. pour montrer tout ça, c'est très court, donc on peut maintenant Passer aux pour répondre aux questions. questions. Du coup, ce que je vous Ouais, propose à on avait tous, prévu aussi de parler ouais. des services disponibles, mais je sais pas si Non, on y on reviendra tout aborde. à la fin. Du coup, je te propose qu'on aborde d'abord les questions. Euh, Ok. donc en fait, on a pas mal de questions qui ont été mises par écrit que je vais te reposer. Mais pour tous les participants, Oui. sachez que vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole pour intervenir et poser directement vos questions à Patrick. Donc dans les questions qui sont pas mal revenues, alors on avait pas mal de questions de Herminia Alemani, pardon. Je ne sais pas si vous souhaitez que je vous donne la parole. Si vous le souhaitez, je vous propose de lever la main et en attendant, je vais prendre les questions des autres personnes. Donc, on avait Laurent Bière qui, dès le début, nous a demandé comment fait-on pour sauvegarder et synchroniser les documents partagés Excel, Word sur notre propre serveur de fichiers. Alors en fait, on peut soit choisir de conserver son serveur de fichiers, soit s'en passer. Et je dirais que là, l'objectif c'est plutôt de s'en passer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire des économies. Et donc en fait, on va pouvoir uploader dans Google Drive les documents de votre serveur de fichiers, Word, Excel. C'est tout à fait compatible. Donc malheureusement là, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer ça, mais je peux tout à fait éditer en fait des documents Word, Excel, PowerPoint à partir de mon Drive sans avoir Word ou Excel d'installer sur mon compte. Donc ça c'est un premier point. Mais si je veux conserver mes documents en format Word ou Excel, rien ne m'empêche de le faire puisqu'en fait dans Drive je peux tout stocker. Justement l'intérêt de ces solutions, c'est qu'en fait les sauvegardes on n'en a plus besoin. En fait, oui, ça peut peut-être au début inquiéter, mais on n'a plus du tout besoin de s'inquiéter des sauvegardes. Par exemple, nous chez GoWizou, on a quand même un certain nombre de documents pour l'entreprise, parce qu'on est quand même créé depuis 2010. Moi, je suis un des fondateurs de GoWizou. Je peux vous dire, je dors sur mes quatre oreilles. J'ai jamais peur de me dire mes documents vont disparaître ou quoi. Ok, c'est justement un des points forts. J'ai toujours accès à mes documents. Même si, il n'y a pas de serveur, donc j'ai pas d'inquiétude à avoir au sujet de mon serveur. Alors, Donc, je voilà, pense on qu'il y peut a une petite question synchroniser ou on peut ouais, je pense qu'il charger. y a une petite question sur la conversion aussi. Comment ça se passe? Est-ce que la conversion d'un document Word en Google Doc, Excel en Google Sheet ou PowerPoint en Google Bah, Slide, comment ça se passe? la conversion, je peux vous le montrer en live ici. Alors ici, en fait, j'ai un document
D'ailleurs, enfin, excuse-moi Claire, hein, c'est pas un secret, je pense, ce document-là. Tout à Ça, fait, c'est non, un non, tu peux document tout à fait le montrer. Ouais. Ouais, donc ça c'est un document PowerPoint. Vous voyez qu'il est au format PowerPoint avec le P là. Donc là j'ai pas la possibilité d'être en collaboratif, c'est-à-dire de travailler à plusieurs sur le document puisque c'est un format PowerPoint. Je peux le modifier, il va être enregistré au format PowerPoint. Ou alors ici je peux décider de le transformer en un clic au format Google pour justement profiter des capacités collaboratives de Google. Et là en fait vous allez voir qu'en quelques secondes le document va être converti en format Google. Voilà. Et donc là, j'accède à l'outil Google Slide, qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, là, la présentation que j'ai faite pour vous, c'était une présentation en Google Slide. Et vous voyez que les slides ont été convertis sans problème. Et à partir de là, par exemple, je peux envoyer un message à Claire. Hop, pardon. Voilà. Je vais pouvoir, si j'ai envie, travailler en collaboratif pour envoyer un commentaire à Claire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Super. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu as parlé pendant la présentation de stockage illimité. Est-ce que c'est un stockage illimité pour tout type de documents, par personne, par structure, par rapport aux associations, qu'en est-il? Oui. Donc c'est par rapport aux associations. Donc c'est dans l'offre Google for Non-Profit. Le stockage est limité pour Drive. Dans Drive d'ailleurs on peut stocker tout type de documents, hein, des vidéos. Enfin il n'y a pas de mauvais type de documents en fait. Donc voilà, oui. Super. Donc on avait une petite question sur quel est le prix de la Google Suite et pour le stockage. Donc on va pouvoir y répondre ensemble. Google offre toutes ces fonctionnalités-là aux associations. Donc l'accès à la Google Suite est complètement gratuit. Il vous suffit de vous inscrire à Solidatech, de faire votre demande par le programme pour pouvoir y accéder. Et on vous répondra en vous donnant toute la procédure à suivre pour pouvoir accéder à ces services-là. On avait également des questions sur on parle de sauvegarde automatique, mais si par exemple, sans faire exprès, je supprime toute une partie d'un document et que je ferme mon onglet, du coup, la sauvegarde s'est faite avec mes modifications. Est-ce qu'il y a moyen d'aller récupérer les anciennes versions de mon document? Ah, ça c'est quelque chose de magique en fait. Vous voyez ici, je suis revenu sur le compte rendu de notre réunion, et ici en fait j'ai un petit truc qui s'appelle consulter l'historique des révisions. Et donc je vais regarder l'historique des révisions du document, et vous voyez qu'ici je vois que le document a été modifié par Jean-Luc, et ici il avait été aussi modifié par moi, et donc en fait je vais pouvoir revenir à une version antérieure du document en un simple clic. Donc la gestion des versions de documents, c'est quelque chose qui est intégré et qui est très très puissant. Génial. On a des questions de compatibilité avec l'iPhone sur tous les outils Google. Oui, alors là, c'est quelque chose aussi important dans la philosophie de Google. Google se veut agnostique. Donc en fait, dans la suite G Suite, vous avez une entière compatibilité avec les iPhones, même avec des Windows Phone, même si évidemment avec les appareils Android, on va être beaucoup plus intégré. Mais par exemple, la semaine dernière, Google, ou cette semaine, je sais plus, ça va très vite, Google a fourni une nouvelle version justement de Gmail et de Google Agenda pour l'iPhone. Donc évidemment, c'est complètement compatible avec les iPhones. Super. J'ai pas parlé de... Ouais. Ouais. Juste un petit point, hein, j'ai pas parlé de la possibilité de gérer les téléphones aussi sur la console d'administration, s'il y a des téléphones qui appartiennent à l'association ou des tablettes, et on va pouvoir gérer notamment savoir si quelqu'un perd son téléphone, le géolocaliser ou bien le vider de son contenu ou le bloquer, voilà, s'il a été volé par exemple. Donc en termes de sécurité, ce qui est... Du coup, c'était une question d'Herminia qui a levé la main, donc je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse te poser l'ensemble de ses questions. D'accord. Bonjour Herminia. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfaitement. Voilà. Oui, j'avais plusieurs questions parce qu'en fait, pour tout dire, j'ai démarré la conférence sur mon iPhone 6 et puis après j'ai pris le relais, donc j'ai eu un petit temps de latence. J'ai pas réussi à me réidentifier, mais c'est pas grave, sous le nom que j'avais donné sur l'iPhone. Donc j'ai repris la conférence sur mon PC. Voilà, donc j'avais des questions qui étaient passées, qui partaient sur la compatibilité. Donc j'ai réussi à retrouver. Alors je redéfile mon fil de questions.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, parce que là, nous, dans l'association, moi, par exemple, j'ai un iPhone, d'autres autre chose. Donc, effectivement, donc vous venez de répondre à la question. Il y a compatibilité avec les iPhone 6, peut-être descendants 5, j'espère, pour que c'est le calendrier, parce que parfois, il y a des petites différences, hein, avec Outlook, par exemple. Hein. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'iPhone, mais là, c'est avec le Google, c'est bon, c'est compatible, on peut bien les reprendre. Oui, C'était ma question numéro 1. Voilà, oui, retrouver les mêmes infos. Hein. Après, j'avais une autre question, parce que du coup, vu que j'ai pris la conférence en cours de route, quand vous n'avez pas de Hangout, par exemple, à un moment on appelle, tout le Hangout. monde va Hangout, pardon, oui, depuis le début je fais l'erreur, même avant. Alors, il y a des personnes qui sont avec leur smartphone, qui veulent se connecter, et donc dans ces cas-là, je me posais la question, est-ce qu'elles peuvent accéder à la vidéo ou alors en audio, mais à la conférence en même temps que les autres participants, avec Hangout. C'était ma question, Oui, ça. oui, tout à C'est fait. possible? Oui, tout D'accord, à fait. parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément dans une belle salle au moment, ce qui était mon cas, Mais hein. J'étais dans la rue. c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, enfin, dans mon quotidien professionnel, ça m'arrive souvent. Alors, c'est pas bien, hein, mais ça m'arrive même en voiture de participer à des Bien réunions sûr, c'est via important. Hangout sur mon Ah, téléphone. Et c'est très puissant. Et on travaille aussi avec les Caraïbes. Je vous l'ai dit, on fait de la visio avec les Caraïbes. On a un partenaire qui est en Nouvelle-Zélande sur la partie Google for Education. Ça m'est arrivé, c'est un best-of, hein, de faire une visio avec ce partenaire donc un hangout avec ce partenaire en Nouvelle-Zélande et un client qui lui est au Maroc. Et moi j'étais sur la région parisienne et ça marche parfaitement, y d'accord. compris Donc même sur. s'il y a un au bout du fil, même si pendant la conférence, il y en a un qui a simplement son smartphone. Oui, Alors tout à j'ai fait. pas testé toutes les versions d'Android, hein. Moi je connais que iOS, hein. Voilà, d'accord, mais c'est compatible. Quelles étaient mes autres questions? Du coup, ben voilà, non mais c'est bon, puis j'ai même pu mettre mon casque en cours de route. Voilà. Alors la question Oui. complémentaire que j'avais, c'était effectivement, vous l'avez légèrement évoqué au début, c'est la reprise d'informations, quoi, toute la reprise de l'historique, parce que ça c'est quand même, voilà, quand on a un calendrier, les contacts, les mails, les pièces jointes, les PowerPoint, etc. Si on veut Ouais. tout intégrer dans la solution, un petit peu là, comment ça se passe? Et ben là, c'est justement l'offre de service que qu'on a mis en œuvre pour vous avec Solidatech. Hein, c'est qu'on a une offre de service qui fait qu'on va faire ce travail pour vous. Donc reprise d'historique des mails, des contacts et des agendas. Et puis après, selon la taille, là on est sur une offre qui est limitée aux associations jusqu'à 50 jusqu'à 50 personnes, 50 comptes. Ensuite, Ah sur oui, des je suis plus petite grandes association. voilà, sur des plus grandes associations, on travaillera sur devis pour mettre en œuvre tout ça et vous accompagner. Donc D'accord. voilà, parce que On- ça se passe de manière aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui on sait mener des projets sur des très grosses organisations de plus de 1000, 2000, 3000, 3000 personnes. Il n'y a pas de problème pour faire tout ça. Simplement, ça devient après des projets. Euh, voilà, on va pas dérouler ici ouais. les étapes du projet, mais il y a trois Non, non. étapes. On forme l'informatique, etc., etc. Merci beaucoup Herminia, on va laisser la parole à d'autres Merci. personnes du coup qui ont beaucoup de questions. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. journée. Merci. Du coup, on a Sébastien qui avait des questions sur lorsque l'on partage un fichier, est-ce que tous les espaces de stockage sont impactés ou seulement ceux du propriétaire? Euh, alors la notion de partage, j'ai pas beaucoup détaillé, mais en fait, lorsque vous créez un dossier ou lorsque vous téléchargez un fichier, vous êtes initialement propriétaire de ce dossier, propriétaire de ce fichier. Sauf si vous téléchargez un fichier, par exemple, dans un dossier qui appartient à quelqu'un d'autre et qui est partagé avec vous, vous allez rester propriétaire, pardon, vous allez rester propriétaire, mais on va hériter des droits de partage du dossier. D'accord. Donc ensuite, le dossier, c'est son propriétaire qui décide comment il est partagé. Si le dossier est partagé en lecture seule, tous les fichiers qui vont être intégrés dans ce dossier seront partagés en lecture seule avec les personnes qui ont accès à ce dossier. D'accord. Donc il y a une notion d'héritage et c'est quelque chose. Encore une fois, je reviens là-dessus, hein, mais c'est vraiment extrêmement puissant comme mode d'administration des droits de partage. Parce qu'on va pouvoir travailler sur des groupes. Vous avez vu, j'ai montré rapidement qu'on peut travailler sur des groupes par rapport à des comités
dans une association et autres. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais on peut aussi modifier en live les droits de partage. Par exemple, là, je peux te dire, tiens, tout d'un coup, Jean-Luc n'a plus le droit d'accéder qu'en lecture à ce document, alors que jusqu'à présent, il pouvait encore le modifier. Super. Alors Sébastien voulait juste revenir sur l'espace, mais on a bien dit tout à l'heure que l'espace est complètement illimité. L'espace de stockage est complètement illimité sur la solution Google. On avait également une question que tu as un petit peu abordée, mais est-ce que tu peux nous donner en détail exactement l'intérêt de se passer sur Google Suite plutôt que sur un compte Gmail classique? Ah, ça c'est effectivement très important. L'intérêt c'est que vous allez avoir avec un compte Google pour association accès à une console d'administration. Cette console d'administration, en fait, elle va vous permettre d'administrer tout, les applications, les utilisateurs, les droits d'accès, etc. Et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que vous allez travailler sur un domaine qui est privé. Ce domaine, il est privé, il appartient à l'association. Personne d'autre que l'association ne va pouvoir accéder aux informations qui sont stockées dans ce domaine, que ce soit les mails, les contacts, les documents, etc. Et notamment, Google ne pourra pas utiliser ces informations à des fins publicitaires. On n'aura pas de publicité dans Gmail, etc., etc. Donc vraiment, là, l'objet, c'est d'avoir un contrôle total sur son environnement, une console d'administration qui va me permettre de gérer les droits d'accès aux différents services, aux différents devices aussi, ce qu'on appelle les devices et les terminaux. Voilà, donc là on est dans un mode professionnel, on va dire. Justement, pour appuyer là-dessus, on avait une question de Johan sur le fait, est-ce qu'un administrateur d'entreprise peut récupérer les documents enregistrés par un utilisateur, par exemple quelqu'un qui va quitter la société? Est-ce qu'il y a une interface d'administration pour l'IT? Bien sûr, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Effectivement, on a une interface d'administration. Donc dans l'offre, on a alors attendez, je vais revenir ici, voilà, rapidement parce que c'est pas l'objet, mais ici voilà, j'ai accès à ma console d'administration, voilà, et ma console d'administration me permet de tout gérer. Alors, il faut que je ressaisisse un mot de passe, mais en gros, on va accompagner les associations. Donc dans l'offre, je dévoile un peu, mais dans l'offre, on a une proposition de support et d'administration pour les associations qui n'ont pas justement les moyens d'administrer leurs services. Mais sinon, on a aussi la possibilité de former les administrateurs. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un administrateur, on va le former en soit une demi-journée, soit une journée, si on le forme aussi à la gestion du matériel. Mais là, vous voyez qu'à partir de cette console d'administration, j'ai accès à tout. Et pour répondre à la première partie de la question, si quelqu'un quitte l'association, j'ai la possibilité effectivement de récupérer les documents, l'environnement en fait que la personne a laissé en quittant l'association. Donc ça peut être fait effectivement par l'administrateur. Et donc on va pouvoir récupérer par exemple les dossiers, les documents et les affecter à une autre personne si nécessaire. Alors juste pour Jean-Paul Dupuis, je vois bien que vous levez la main, mais je ne peux pas vous donner la parole car vous n'avez pas de micro. Donc je vous propose de vous équiper d'un casque et je pourrais vous donner la parole après. Donc je vais donner la parole à Mathieu Pillet, s'il est toujours là. Bonjour Mathieu, vous nous entendez? Allô Mathieu? Bon, Mathieu est peut-être pas là. N'hésitez pas à me dire Mathieu si vous voulez reprendre la parole. On avait également d'autres questions sur comment configurer les salles, les imprimantes, enfin voilà, tout ce qui va être un peu dans l'équivalent de l'Active Directory sur Windows. Tout ça se fait à partir de la console d'administration, tout simplement. Donc là, on va aller dans les applications. Alors, je sais pas si je suis là pour faire de la formation, mais je peux quand même le montrer. On va aller dans les applications Google, on va trouver Google Agenda, et dans Google Agenda, on va pouvoir créer des ressources. Voilà, les ressources sont ici, et donc je vais pouvoir rajouter les ressources. Vous voyez qu'on a ici les ressources pour GoWithYou et les agendas de GoWithYou. Très bien. On a Yann Kerviel qui voulait prendre la parole, donc pareil, je vous donne le micro, Yann. Bonjour Yann. Est-ce que vous nous entendez? Ah, on n'a pas de chance, Claire. Ah non, on n'a pas de chance. N'hésitez pas à relever la main si finalement vous voulez prendre la parole.
Hop, je regarde s'il y a d'autres personnes qui ont souhaité prendre la parole. Hop, et qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a Benjamin qui nous pose des questions sur l'espace de stockage. Je pense que c'est important d'expliquer la différence entre l'accès pour les bénévoles ou les adhérents et l'accès pour l'équipe administrative. Sa question exactement, c'est: les adhérents ont-ils le droit d'avoir un accès pour stocker des données ou est-ce réservé à l'équipe administrative de l'association uniquement? Donc peut-être sur comment avoir un espace de stockage, comment y accéder. Bah, c'est très simple, hein. En fait, je sais pas si ça a été clair, mais vous avez un nombre d'utilisateurs illimité. Vous pouvez déclarer un nombre d'utilisateurs illimité. Donc, si vous voulez que vos adhérents puissent utiliser un espace de stockage, il suffit de leur créer un compte dans votre console Google et de leur communiquer ce compte. Et à partir de là, ils vont pouvoir utiliser la plateforme. Ensuite, ce que vous allez faire au niveau de votre console d'administration, vous allez gérer différemment les adhérents et les membres du comité de direction ou les salariés de l'association. Voilà. Donc ensuite, on peut pour les adhérents mettre en place des outils pour qu'ils commencent à bien comprendre ce qu'ils ont entre les mains. Voilà. Donc après, ça c'est d'autres sujets sur l'accompagnement au changement, mais en tout cas, vous avez la possibilité de créer autant de licences que d'adhérents. D'ailleurs, nous, quand je parle c'est du vécu hein, sur le club de tennis ici, j'ai en fait accès à tous les adhérents. Si je crée un nouveau message, je vais taper, je sais pas, tiens, LO, vous voyez, j'ai accès à tous les adhérents du club. Donc après, leurs droits sont gérés à partir de la console d'administration en fonction de leur profil et de l'unité organisationnelle dans laquelle ils sont rattachés. Super. Alors Sébastien, vous avez levé la main, vous aviez posé quelques questions. Je vais essayer de vous donner la parole si vous êtes toujours là. Bonjour Sébastien. Oui Sébastien, vous êtes avec nous? Ah, ça marche. Bonjour Sébastien. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Très bien. Super. Bonjour. Bonjour. Ok, parfait. Donc moi je suis un peu loin, je suis au Sénégal. En fait on a testé la solution et par contre on est limité à 30 gigas par utilisateur. Et oui. C'est pour ça que du coup j'avais plusieurs fois la question, est-ce que c'est illimité ou pas? Alors c'est marqué que c'est limité, mais c'est en fait par défaut vous avez 30 gigas, mais vous pouvez rajouter de l'espace de stockage. Ah oui, il faut en acheter quoi. Non, normalement je ne pense pas. Non, l'accès est gratuit pour les associations. Vous êtes bien passé par un compte Google pour les associations? Ouais, tout à fait, pour NGO, pour non-profits, ouais. Google for non-profits. Tout à fait. Ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être que nous, on note le point, et puis on renverra à tous les participants un mail sur ce point-là. Merci de l'avoir soulevé. Ça marche. Et deuxième question, sur les tarifs, vous avez une grille tarifaire ou... alors, par rapport à la migration Ouais. Bon, on peut peut-être y aller sur l'administration. Oui, on peut peut-être y aller d'ailleurs, Claire. Ouais, tout à fait. Puisque c'est ce qu'on avait prévu. Donc, tac, où est-ce qu'il est, voilà. Voilà. On va y arriver. Tic, tac. Hop, on finissait par quelques slides sur ce sujet-là, sur l'offre de service donc qu'on a montée pour vous. Elle est ici. Hop. Donc voilà, l'offre de service qui est disponible pour vous, c'est celle-ci. Elle est visible sur le site de Solidatech. Donc on a un pack minimum incluant le déploiement, donc c'est la mise en place de la plateforme pour 5 utilisateurs. Et ensuite on va avoir par utilisateur supplémentaire un forfait de 65 €. S'il n'y a pas de reprise d'historique, donc pour les utilisateurs sans reprise d'historique, on aura un coût de 20 € hors taxe. Alors boîte aux lettres nécessitant un outil de conversion de données, on a pour ces utilisateurs-là, on a 15 € hors taxe par boîte aux lettres. Alors j'ai donné un exemple
pour être plus clair, si on a une association de 20 personnes, on a 8 permanents avec une reprise historique nécessitant justement l'utilisation d'un outil de reprise, ça c'est expliqué sur le site. On va avoir 715 € plus 12 € pour les comptes 12 bénévoles sans reprise d'historique, donc 240 €. Et là, l'association choisit un forfait support administration de 5 heures. Il y a 2 forfaits support disponibles, 5 heures ou 10 heures. Les forfaits support administration, ça va permettre justement de gérer, de vous aider pour, de prendre en charge pour vous la création des comptes, les paramétrages de la console, etc. Mais aussi de prendre en charge vos demandes sur des dysfonctionnements éventuels, en dehors des dysfonctionnements liés au poste de travail. Voilà. On va décompter en fait au temps passé par tranche de 15 minutes. Donc vous allez nous soumettre vos demandes de support via une adresse mail qui est mise à votre disposition. Et ensuite on aura un outil, une feuille de suivi en fait, de calcul de suivi de vos demandes de support, dans laquelle on indiquera ce qu'on aura fait pour vous comme travail. Et pour compléter, vous allez retrouver toutes ces informations-là sur le site de Solidatech, donc dans la partie Utiliser le numérique, formation et services. Donc là, dans la partie services, vous allez avoir toutes les offres de migration, de support, etc., avec le détail et les tarifs correspondants. Sébastien, je vous dis bonne journée et je vais donner la parole à Yann Kerviel, s'il est toujours là avec nous. Merci beaucoup pour tout. Merci. Au revoir Sébastien. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonjour Yann, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, bonjour. Donc nous sommes une mission locale réseau pour l'emploi là, du côté de Lorient, en Bretagne. Nous sommes à peu près à 55 utilisateurs. Ouais. Nous avons commencé à déployer un petit peu la suite dans Google for Non-Profits. Par contre, on le fait au fur et à mesure avec des petits groupes de testeurs. Et notamment, on utilise, nous, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de public, 4000 jeunes à peu près par an. Et à ce titre, donc, on a une équipe de conseillers qui reçoit, voilà, qui fixe des rendez-vous, etc. aux jeunes. Or, aujourd'hui, il apparaît que a priori, dans Google Agenda, on ne puisse pas faire des libellés personnalisés. C'est-à-dire qu'on puisse, notamment, nous, on utilise une solution libre open source qui s'appelle Phoenix, qui nous permet en fait de faire des libellés personnalisés, c'est-à-dire de dire par exemple de mettre des dispos suivis avec une couleur, admettons bleu ciel. Dès l'instant où le rendez-vous est fixé, ça passe en bleu foncé, etc. Donc on a toute une gamme comme ça de libellés personnalisés qui favorise énormément la lecture en fait des agendas partagés de toute l'équipe et qui nous permet également de rationaliser en fait les saisies et d'éviter que chaque utilisateur fasse ses propres libellés. Ce qui ne facilite pas forcément la lecture des collègues. Et je voulais savoir si ce type de fonctionnalité pouvait être intégré dans Google Agenda. A priori, non, pas de manière native. Par contre, après, ce qu'il faut, là peut-être, je vous donne un axe de recherche, c'est qu'en fait, il y a énormément d'applications disponibles sur la Play Store ou sur la Chrome Store. Et donc il faut aller chercher dans cette direction pour trouver ça. Par contre, peut-être que votre sujet là, il peut se traiter avec des feuilles de calcul collaboratives. C'est peut-être une idée comme ça qui me vient, mais voilà. Mais nativement, en tout cas, je pense pas que vous puissiez reproduire ce type de fonctionnement dans Google Agenda. Par contre, une autre piste, dans Google Agenda, vous pouvez créer autant d'agendas que vous le souhaitez. Donc après, et comme un agenda, on peut modifier la couleur de l'agenda à loisir, il y a peut-être quelque chose à travailler dans ce sens-là. Ici, si je vais au niveau de Google Agenda, vous verrez que, voilà, tac. En fait, je peux créer autant d'agendas que je le désire. Et ensuite, je peux partager ces agendas avec des personnes en particulier. Et ensuite, au niveau des couleurs des agendas, je vais pouvoir modifier les couleurs. Donc ça peut permettre peut-être de traiter votre besoin. Mais franchement, voilà, je doute qu'on puisse reproduire. Enfin, je suis même certain, on pourra difficilement reproduire ce que vous venez de m'expliquer avec Google Agenda. Il y a peut-être aussi une question de conduite du changement. Ça faisait partie aussi des questions qui étaient posées sur comment motiver les gens à prendre en main ces outils et du coup aussi peut-être à modifier un petit peu leur façon de faire par rapport à ce qu'ils faisaient avant
ou trouver une logique qui puisse arriver au même résultat, mais sans utiliser exactement le même cheminement. Oui, tout à fait. On est vraiment dans cette optique-là. C'est pour ça qu'on a commencé à la déployer, déployer l'outil, et puis à voir un petit peu dans quelle mesure, on pourrait migrer sur ces solutions qui sont vraiment, alors pour nous, en tout cas interconnectables, et du coup, ça serait super pratique. Voilà, donc on est en cours d'étude. Super. Oui, effectivement, sur des projets à cette échelle, c'est super important, la conduite du changement et la manière dont les projets sont menés. Il y a vraiment une façon de procéder qui est éprouvée. Voilà, il faut de la communication, il faut des groupes. Nous, on travaille toujours avec des groupes d'ambassadeurs. Il faut former, il faut expliquer. Voilà, même si l'usage de ces solutions est très naturel. Si on veut vraiment exploiter tout le potentiel, c'est vraiment important cette phase de conduite du changement. Et quand on exploite le potentiel, on gagne énormément de temps, on devient beaucoup plus agile. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à la... Je sais pas si j'ai... Pardon, excusez-moi, est-ce que j'ai le temps juste de poser une dernière petite question? Ouais, alors en fait, c'était par rapport à... On utilise aussi donc avec le groupe de bêta testeurs donc Google Drive, que vous avez présenté donc tout à l'heure. Or, notamment, c'est vrai qu'il y a une petite... alors, c'est pas un reproche, mais en fait, on se rend compte que quand entre utilisateurs, on partage en fait pas mal de documents, on se retrouve dans la partie de Google Drive, dans partager avec moi, avec très très vite une inflation de documents et puis un classement dans lequel il est difficile de se retrouver, puisque de fait, on peut retrouver des documents en fait au premier niveau, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que nous, on n'avait pas et je pense que ça répondra peut-être, vous allez répondre ça, mais que finalement, il faut utiliser plutôt le moteur de recherche pour retrouver, on fait des documents, et pas se servir de Google Drive comme un outil réel de classement. C'est ce que j'ai expliqué en introduction, c'est-à-dire que la pierre angulaire de toute cette plateforme, c'est le moteur de recherche. Donc il s'agit d'un nouveau paradigme. On va avoir le réflexe de rechercher un mot et pas d'aller rechercher un fichier dans une arborescence. C'est ce que j'ai essayé de montrer quand je cherchais un mot. Ici, par exemple, je peux vous montrer, puisque moi je suis breton aussi, si je cherche le mot beurre, vous voyez que là, il me propose mes messages, il me propose des fichiers. Là, je trouve un fichier, j'y accède directement. Et vous allez voir que c'est pas des crêpes au beurre, mais c'est des croissants au beurre. Donc là, j'ai un fichier PDF scanné, ticket de caisse, croissant au beurre. Donc, il faut changer le paradigme. Et là, c'est juste là où c'est important. Encore une fois, l'accompagnement. Nous, c'est notre métier vraiment. Je suis là aussi pour parler de ce qu'on fait bien, mais quand on parle d'accompagnement, voilà, nous, les taux de recommandation qu'on a aujourd'hui, à chaud en fin de formation, c'est 92% de recommandations, et à froid, 3 à 6 mois après, c'est 98%. Donc ces outils, ils nécessitent effectivement d'être bien accompagnés, de mettre en place les bons usages. Si on utilise les outils de Google pour faire comme avant, dans ce cas-là, autant rester comme avant. Parce que l'idée de Google, c'est vraiment d'apporter de l'innovation, de faire différemment, pour faire mieux, pour faire plus agréable, etc. Voilà. Merci beaucoup Yann. On a répondu à vos questions. Bonne journée. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, pour reprendre l'ensemble des questions qui étaient liées... qui étaient liées à la conduite du changement. Je ne sais pas si toi tu as quelques clés de réussite. Est-ce que la formation c'est un incontournable? Est-ce que le fait d'avoir des éléments moteurs dans une équipe c'est un incontournable? Est-ce que tu as quelques conseils comme ça à donner? Oui, j'en ai évidemment. En fait, un projet ça se mène en 3 phases. Il y a une première phase qui est technique, qui va être réservée aux responsables informatiques, à ceux qui vont administrer la plateforme. Dans cette première phase, on va mettre en place les outils, on va mettre en place la reprise d'historique, donc ça on pourra le faire, ce qu'on va faire pour vous. Ensuite, il y a une deuxième phase, on va former aussi évidemment ces personnes. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est ce qu'on appelle la phase champion, ambassadeur, comme vous voulez, où là en général on va prendre 10% de la population, qu'on va aussi former de manière pointue pour que ces gens-là puissent ensuite être des relais sur le changement. Donc, et puis après on terminera par le déploiement, et là au niveau du déploiement c'est pareil, on va adapter le déploiement aux populations qui doivent être accompagnées. Et dans ce cas-là, donc voilà. Après, il y a évidemment plusieurs types de formations, modules, moyens aussi. On peut
on a fait, par exemple, on a organisé des formations pour des missions locales à distance, ça s'est super bien passé. Donc voilà, après il y a différents moyens de former et d'accompagner. Il y a aussi des outils, hein, comme par exemple l'outil que vous voyez ici, qui est un outil de formation intégré et qui permet à chacun de se former, de faire un petit module quand il a le temps. Voilà, donc effectivement, c'est la manière dont on procède quand on déploie la plateforme de A à Z avec l'accompagnement au changement. Super. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est déjà des bons conseils. Mathieu Pillet, juste pour information, je vais vous donner la main dans 2 minutes, en espérant que ça fonctionne bien cette fois. Est-ce qu'en attendant, Patrick, tu peux nous parler un petit peu, je ne sais pas si ça existe, on nous demande s'il y a des extensions pour améliorer les fonctionnalités de base, par exemple pour les Google Forms ou pour la conception dans l'analyse des questionnaires, etc. Il y a plein d'extensions. Alors Google Forms, honnêtement, il y a déjà on peut déjà beaucoup faire de choses avec Google Forms et avec Google Spreadsheet, par exemple, on peut très facilement créer des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, etc. On peut aussi donc effectivement intégrer des outils supplémentaires, donc des extensions. Je vais aller dans un Google Form. Voilà, tiens là j'ai un tableau effectif mairie, c'est un exemple que j'ai là. Vous allez voir que vous allez avoir accès à des extensions et donc ces extensions ça peut être des outils de workflow, ça peut être alors voilà il y a tout un tas de modules complémentaires ici. Je vais pouvoir installer, ça arrive. Hein. Je commence à avoir beaucoup de choses beaucoup d'onglets là sur mon PC d'ouvert. Voilà, ici donc dans les modules complémentaires, on a énormément de choses. Vous voyez. Là, nous, par exemple, chez GoWithYou, on utilise un outil de GED qui s'appelle Power Tools. On utilise un outil qui s'appelle Wheezy, une plateforme solution française d'ailleurs, qui s'appelle Wheezy, qui permet de faire de l'envoi de mails. Enfin voilà, il y a de faire comment ça s'appelle, du public postage. Donc il y a énormément emailing, donc il y a énormément d'outils à disposition, tant sur la feuille de calcul que sur Google Docs ou Google Forms. C'est en lien avec une dernière question d'Herminia qui demandait un petit peu comment on peut interconnecter et est-ce que c'est possible d'interconnecter une plateforme extérieure, par exemple avec un site web ou un site de paiement ou de gestion des adhésions avec l'ensemble de la Google Suite ou des plateformes emailing par exemple. Alors là, je vais dire que là, je vais répondre un petit peu, je vais être assez vague parce qu'il y a tellement d'outils sur le marché qu'il faudrait être un peu plus précis sur la question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les API de Google, je vais dire un gros mot, les API, c'est ce qui permet en fait d'interfacer justement des applications avec les environnements de Google. Ces API-là, elles sont publiques, donc il y a énormément d'éditeurs aujourd'hui qui intègrent en fait la possibilité d'interfacer leurs solutions avec les environnements de Google. Après, c'est du cas par cas. Il faut savoir de quelle solution on parle. Okay. Voilà, tout simplement. Par exemple, je dis un truc, excuse-moi Claire, Mailchimp, par exemple, qui est un outil de public postage, il y a des intégrations avec les environnements de Google qui existent. Donc, si on utilise un site web WordPress, il y a aussi des interactions possibles avec les environnements de Google. Donc, voilà, tout ça, c'est là, on est dans du spécifique, on va dire. Bon alors Mathieu Pillet, je tente de vous redonner le micro, j'espère que vous êtes avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ah super, on vous entend. Bonjour Mathieu. On vous entend. Est-ce que là c'est bon? Super, là c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Oui. Ok. Alors, déjà merci beaucoup pour tout ça, c'est vraiment très bien. Première question, est-ce qu'on pourra disposer du support de présentation? Parce que moi je suis là pour le compte d'une association, il faudrait que j'arrive à appuyer, convaincre avec tout argument possible et le support de présentation serait un bon élément.
Avec plaisir, en tout cas pour ma part, il n'y a pas de souci. Tout à fait, il n'y a pas de problème. En fait, quand vous êtes inscrit, vous avez laissé vos adresses mail. Du coup, on va pouvoir vous envoyer le support suite au webinaire sans souci. Ok, alors, deuxième question. Concernant le fonctionnement en mode hors ligne, je sais que Google Drive permet de synchroniser en fait les dossiers qui sont en ligne avec l'arborescence sur le PC. Concernant après l'ouverture des documents, si on n'a pas la suite Office Microsoft, c'est grâce à Chrome et tous les modules qui sont installés qu'on va pouvoir Ouais, petite précision, on va pouvoir accéder aux documents en mode déconnecté uniquement s'ils sont format Google. D'accord. Alors après, il y a une extension, qui permet d'accéder aux documents au format Word, Excel sans avoir à ouvrir Word ou Excel. Ça, je peux vous le montrer tout de suite parce que par exemple là j'en ai une sous les yeux. Si j'ouvre, je l'ai fait tout à l'heure avec PowerPoint, c'est vrai. Voilà, donc là l'extension Chrome qui permet d'ouvrir le document sans ouvrir Word ou Excel, ça c'est top. Mais par contre vous pourrez pas le faire si vous êtes en mode déconnecté. Dans ce cas, il vaut mieux convertir le document en format Google. Petite précision que j'ai pas pu donner ou que j'ai pas donné en tout cas, c'est que aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'avoir. Enfin, je peux partager un document Google avec n'importe qui. La personne n'a pas besoin d'avoir un compte Google pour accéder à un document au format Google. Il suffit qu'elle ait un navigateur et que moi j'ai partagé avec elle, un lien qui l'amène au document. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. En tout cas aucune nécessité impérative de conserver un document au format Microsoft. Voilà. Comme en plus les outils sont très simples à utiliser, l'interlocuteur en face, il va pas être perdu. Hein. D'accord. Et voilà. par contre, ça répond à la question. Si j'ai la suite Office sur le poste, là par contre, je pourrais l'ouvrir en mode déconnecté parce que mon arborescence Google Drive sera synchronisé avec l'espace en ligne. Ouais, nous on déconseille, hein, honnêtement, après je sais pas dans quelles conditions et pourquoi vous pensez ne pas pouvoir être connecté à l'environnement internet. Mais aujourd'hui il y a quand même assez peu de cas de figure où on se retrouve complètement déconnecté. On peut aussi se connecter avec une connexion 3G, 4G, voilà. Donc nous honnêtement on travaille pas du tout en mode on n'a aucun document stocké en local, on fait pas du tout quoi. Ça n'a pas du tout d'intérêt pour nous. Après, peut-être que vous êtes dans une zone blanche. Dans une zone blanche, vous avez accès à rien du tout. Donc voilà, reprenez-moi. Je suis pas sûr d'avoir répondu à votre question pour le coup. Non, mais pardon, c'est bon, ça ira pour ça. Après, c'était par rapport à l'espace de stockage. Je m'étais aussi renseigné et j'avais compris qu'il y avait 30 gigas par utilisateur pour les non-profit. Et je me demandais justement si c'était cumulable, ces 30 gigas. Sinon, pour information, j'ai regardé ce que coûtait 200 gigas et ça revenait à 200 € TTC par an. Voilà. Oui, de toute manière, l'espace de stockage ne coûte pas cher. Mais juste pour vous préciser le point, on a dit avec Claire tout à l'heure qu'on allait vous envoyer la précision. Mais juste pour préciser, à partir du moment où vous pouvez créer un nombre illimité d'utilisateurs sur la plateforme, quelque part, ça revient à dire que vous avez un espace de stockage illimité. Donc a priori, vraiment à moins que j'ai une grosse boulette un gros trou dans ma raquette, pour reprendre une expression de tennis, normalement l'espace de stockage est illimité pour les associations, donc vous n'avez pas besoin d'acheter de l'espace supplémentaire. Si toutefois vous avez besoin de le faire, effectivement, de toute manière, l'espace de stockage ne coûte pas cher. Il est accessible à un prix extrêmement bas. Voilà, on peut acquérir 1 Tera, 2 Tera, on peut acquérir beaucoup d'espace de stockage. On vous renverra le dernier point. Oui, pardon. On vous renverra juste cette info-là avec l'ensemble de la présentation PowerPoint. D'accord. La présentation Google Slide. Pardon. Oui, dernier point, pardon. C'est concernant les aspects infrastructure.
Nous, on est une petite asso, on est une dizaine. On part de loin, on a un accès réseau avec une Livebox Orange. Donc, la première des choses pour nous, ça va être de passer sur un accès réseau digne de ce nom pour qu'on puisse s'appuyer sur le service cloud. Et les économies qu'on va faire au niveau du serveur qu'on va supprimer, ça va nous permettre de nous offrir ces services réseau de qualité et de bénéficier des services de sauvegarde et restauration natifs Google. Est-ce que vous avez des précaux à faire quant aux services réseau auxquels on pourrait souscrire, des opérateurs à recommander ou pas, et dans la même logique, quid des solutions de téléphonie? Alors juste, moi j'ai pas de préconisation à faire sur les opérateurs parce que c'est tellement une question qui est tellement locale, j'allais dire, que j'ai pas de préco à vous donner. Puis je suis pas bien placé pour le faire, on va dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les solutions de Google, elles ont été développées nativement pour fonctionner sur le web. Et donc, une des obsessions des équipes de développement de Google, c'est la consommation de la bande passante. Et donc, si vous êtes une association de 10 personnes, d'abord, ce que je vous incite à faire, c'est à tester un petit peu la plateforme, avant même de se dire, oula, je vais mettre un gros tuyau, etc. C'est possible que vous en ayez besoin. Mais nous, sur les clients qu'on accompagnait, et il y en a un bon paquet maintenant, aucun n'a jamais eu besoin d'étendre sa capacité infrastructure réseau pour utiliser les solutions. Par exemple, Google Hangout, qui est l'outil de visioconférence, d'ailleurs on peut faire un cocorico parce que les codecs, les programmes ont été développés à Paris par les équipes de développement de Google à Paris. Il y a plus de 700 personnes qui travaillent à Paris chez Google, dont la moitié sont des développeurs. Google Hangout va utiliser la bande passante disponible. C'est-à-dire que si j'ai une bande passante un peu faiblarde, dans ce cas-là, ça va automatiquement dégrader l'image ou même vous proposer de travailler sans la caméra. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis il y a autre chose, c'est que les usages changent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous étiez là, je ne sais pas, mais avec Gmail, on va arrêter de s'envoyer des pièces jointes, par exemple. Le simple fait d'arrêter d'envoyer des pièces jointes, ça va réduire l'utilisation de la bande passante. Dans Gmail, quand j'affiche